12 hommes en colère est souvent salué comme l'un des plus grands films de tous les temps, mais derrière son cadre sérieux de salle d'audience se cache un coffre au trésor de faits étranges, surprenants et carrément bizarres. Saviez-vous que ce film légendaire a été tourné en moins d'un mois avec un budget dérisoire et que presque personne ne s'y est intéressé à sa sortie? Comment un film qui a fait un flop au cinéma se retrouve-t-il sur toutes les listes des meilleurs films des décennies plus tard? Restez dans les parages, car la vérité sur 12 Angry Men est plus étrange que la fiction. Le film entier a failli ne jamais être réalisé. Voici un choc. Le film que toutes les écoles de cinéma vénèrent aujourd'hui a failli ne jamais voir le jour. Pourquoi? Parce que les dirigeants du studio pensaient que c'était trop ennuyeux. Réfléchissez-y, 12 hommes assis dans une seule pièce, transpirant, se disputant, sans même échanger un seul coup. À une époque où le public voulait des épopées géantes comme les 10 commandements ou des westerns explosifs, 12 hommes en colère ressemblaient à une pièce de théâtre télévisée qui endormirait les gens. United Artists a seulement accepté à contre-cœur de soutenir le projet après qu'Henry Fonda et l'écrivain Reginald Rose ont promis de maintenir les coûts extrêmement bas. Ils ne plaisantaient pas. Le budget était si serré que même les choix de production simples ont dû être réduits au strict minimum. Et pourtant, cette mise en scène ennuyeuse s'est transformée en l'un des films les plus captivants jamais réalisés. Ironiquement, la chose même que les dirigeants pensaient tuerait le film, la pièce unique, le manque d'action, est devenue sa superpuissance. Cela a créé de la claustrophobie, de la tension et une atmosphère de cocotte-minute dont les films d'action ne peuvent que rêver. Imaginez si les cadres avaient obtenu gain de cause et l'avaient annulé. Le monde du cinéma aurait perdu un chef-d'œuvre. Parfois, ce qui semble ennuyeux sur le papier finit par réécrire les règles de la narration. Henry Fonda n'a produit qu'un seul film, celui-ci. Henry Fonda était l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, mais il n'était pas vraiment intéressé par le chaos des coulisses de la production. Il a fait une seule exception, 12 hommes en colère. Fonda aimait tellement le téléfilm de Reginald Rose qu'il l'a personnellement soutenu et a investi de l'argent pour le réaliser. C'était un risque énorme. Si le film échouait, et rappelez-vous, beaucoup pensaient qu'il le ferait, le nom de Fonda serait associé à un désastre. Le plus drôle, il détestait produire. Il a admis plus tard que les réunions interminables, les négociations et la budgétisation le rendaient fou. Fonda a dit qu'il préférait se concentrer sur le jeu d'acteur plutôt que sur la paperasse et la politique. Alors après 12 hommes en colère, il a juré de ne plus jamais produire. Pensez-y, ce pari était son premier et dernier en tant que producteur. Heureusement pour nous. Son unique saut dans la production a donné au monde un film qui a duré des générations. Sans la détermination personnelle de Fonda, il y a de fortes chances que 12 hommes en colère seraient restés juste un autre drame télévisé oublié. Au lieu de cela, son pari lui a donné la vie sur grand écran qu'il méritait. Et bien que Fonda ait détesté ce travail, l'histoire se souvient de lui non seulement comme la star, mais aussi comme l'homme qui a rendu le film possible. Il a été tourné en seulement 21 jours. 21 jours, c'est tout ce qu'il a fallu pour tourner l'un des plus grands drames judiciaires de tous les temps. Pour mettre cela en perspective, certains blockbusters modernes prennent 200 jours, rien que pour réussir les scènes d'action. Sidney Lumet, un réalisateur de cinéma débutant à l'époque, travaillait comme une machine. Il venait de la télévision et du théâtre où les délais rapides étaient la norme. Alors il a traité 12 hommes en colère de la même manière. Répété intensément, puis tourné rapidement. Le casting a passé 2 semaines dans une salle de répétition à répéter le script encore et encore, jusqu'à ce que chaque ligne coule naturellement. Au moment où les caméras ont commencé à tourner, les acteurs étaient tellement en phase qu'ils pouvaient réussir des scènes entières en une seule prise. C'est pourquoi le film semble si brut et naturel. Vous ne regardez pas des hommes jouer. Vous regardez des hommes se disputer, transpirer et se décomposer en temps réel. Et voici le clou. Ce programme intense a en fait renforcé la tension. Avec tout le monde coincé ensemble sur le plateau, les esprits s'échauffaient parfois, ajoutant une authenticité supplémentaire aux disputes à l'écran. En terminant en seulement 3 semaines, Lumet n'a pas seulement économisé de l'argent, mais a aussi capturé un moment unique. Le rythme du film, son énergie claustrophobe et son intensité dépouillée doivent quelque chose à cette course folle de 3 semaines. Le budget était minuscule, seulement 350 000 à 400 000 $.
$1000. Soyons honnêtes, Hollywood dépensait généralement des sommes énormes pour les films, même dans les années 1950. Mais 12 hommes en colère. Il a été réalisé pour ce qui couvrirait à peine le service traiteur d'un blockbuster aujourd'hui, quelque part entre 350 000 et 400 000 $. Même selon les normes de l'époque, c'était une somme dérisoire. En raison du budget limité, il n'y avait pas de décors élaborés, pas de costumes sophistiqués et pas de cascades spectaculaires. Presque tout le film se déroule dans une salle de jury claustrophobe, avec seulement quelques plans rapides à l'extérieur. Les acteurs portaient des costumes ordinaires et les accessoires pouvaient tenir dans un petit placard de rangement. Mais au lieu d'être une faiblesse, le faible budget a forcé Lumet et son équipe à faire preuve de créativité. Ils se sont appuyés sur le mouvement de la caméra, l'éclairage et un montage serré pour créer du suspense plutôt que de compter sur le spectacle. Le résultat? Une leçon magistrale sur comment faire plus avec moins. En fait, ce petit budget est peut-être la raison pour laquelle le film semble toujours intemporel. Il n'y a rien de tape à l'œil pour le dater, pas d'effets spéciaux exagérés ou de gadgets, juste un pur drame humain. Et quand on réalise combien peu d'argent y a été investi, la réussite devient encore plus étrange et impressionnante. C'est la preuve que le génie n'a pas besoin d'un gros budget, juste de la bonne vision. Le film a en fait échoué au box-office. Voici le rebondissement le plus étrange de tous. 12 hommes en colère n'a pas été un succès commercial. En fait, il a à peine fait impression lors de sa sortie initiale en 1957. Certes, il a couvert ses coûts, mais il n'attirait pas le genre de chiffres dont les studios se vantaient. Il a rapporté environ $1 million, ce qui semble correct, mais comparé au méga succès de l'époque, c'était de la petite monnaie. Le problème était le timing. À la fin des années 1950, les spectateurs affluaient vers les cinémas pour des comédies musicales colorées, des épopées historiques grandioses ou des westerns âpres. Un huis clos en noir et blanc sur des jurés discutant dans une salle chaude ne criait pas exactement divertissement du samedi soir. Les critiques le respectaient, mais le grand public haussait les épaules. Mais c'est là que l'histoire bascule. Lorsque la télévision est devenue un élément essentiel dans les foyers américains, 12 hommes en colère a trouvé une nouvelle vie. Son cadre intime et son script riche en dialogue se sont parfaitement adaptés au petit écran. Soudain, les gens découvraient le film dans leur salon, et sa réputation grandissait. Au fil du temps, les rediffusions, les projections scolaires et les adaptations internationales ont transformé ce qui était autrefois un succès modeste en un classique mondial. C'est une étrange ironie. Un film qui n'a pas bien marché au box-office est devenu l'un des films les plus aimés et étudiés de l'histoire du cinéma. Parfois, le public passe à côté de la grandeur la première fois, mais l'histoire finit par rattraper le temps perdu. Les angles de caméra étaient conçus pour vous rendre claustrophobe. Dès le début, Sidney Lumet savait qu'il avait un problème. Comment garder le public rivé à son siège lorsque 12 hommes sont assis autour d'une table à ne rien faire d'autre que parler? La réponse était un travail de caméra astucieux. Lumet et le directeur de la photographie Boris Kaufman ont utilisé une stratégie presque invisible à l'œil, mais puissante dans son effet. Au début du film, la caméra est placée plus haut et plus loin, vous donnant un sentiment d'espace. Mais à mesure que les débats s'intensifient, l'objectif descend lentement et se resserre, se rapprochant des visages des acteurs. À la fin, la caméra filme vers le haut, ce qui donne l'impression que le plafond est plus bas et que la pièce ressemble à une cocotte minute. Vous ne le remarquez peut-être pas consciemment, mais votre corps le ressent. Cela vous fait vous sentir piégé aux côtés des jurés, vous tortillant alors que l'air devient plus lourd et que les tempéraments s'échauffent. C'est pourquoi le film ne semble jamais ennuyeux. Il est conçu pour vous presser émotionnellement à chaque image. Lumet a admis plus tard que c'était un tour psychologique délibéré. Il voulait que le public ressente le même inconfort que les jurés, donc les angles de caméra changeants sont devenus un personnage silencieux dans la pièce. C'est l'une des utilisations les plus étranges et intelligentes de la cinématographie dans l'histoire du cinéma, transformant un script statique en une œuvre palpitante de tension. Pas de nom, seulement des chiffres. Si vous avez déjà regardé le film attentivement, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les jurés n'ont pas de nom. Pendant presque tout le film, ils sont désignés uniquement par des numéros. Juré 3, juré 8, juré 10. Ces hommes sont dépouillés d'identité, de statut et d'histoire personnelle. Pourquoi? Parce que dans une salle de jury, rien de tout cela n'est censé importer.
Tout le monde est censé être égal, juste 12 étrangers décidant d'un cas de vie ou de mort. C'est un choix narratif audacieux qui donne au film une sensation étrangement universelle. Vous pouvez projeter n'importe qui sur ces hommes, votre voisin, votre collègue, même vous-même. L'anonymat intensifie également les thèmes des préjugés. Sans nom ni antécédents, les biais que nous voyons à l'écran reflètent les préjugés bruts de la société dans son ensemble, plutôt que des rancunes personnelles. Et voici le rec. Ce n'est que dans les derniers instants du film, après le verdict, que deux jurés échangent leurs noms de manière décontractée. C'est presque déconcertant, comme se souvenir soudainement que ces personnes sont de véritables individus après tout. Ce petit détail renforce l'idée que la justice ne devrait pas concerner l'identité personnelle, mais l'équité. C'est un de ces détails qu'on peut facilement manquer, mais qui rend le film inoubliable. Un tour de sueur, littéralement. Un des détails les plus mémorables du film est à quel point tout le monde semble transpirer. On peut presque sentir la chaleur émaner de l'écran. Mais comment Lumet a-t-il réussi cela? La réponse est à la fois pratique et hilarante. Le plateau était délibérément suréclairé avec de lourdes lampes de studio, transformant la salle du jury en véritable sauna. L'équipe a même augmenté la température pour rendre les acteurs vraiment inconfortables. En plus de cela, les machinistes vaporisaient les acteurs avec des bouteilles d'eau pour maintenir l'illusion de la sueur dégoulinante tout au long du tournage. Les équipes de maquillage tamponnaient et réappliquaient de la brillance entre les prises, s'assurant que chaque goutte de sueur captait la lumière. L'effet était si convaincant que le public commente souvent à quel point le film semble suffocant. Et voici la partie amusante. Certains acteurs ont eu si chaud qu'ils ont commencé à s'évanouir pendant les longues prises. La production les a poussés physiquement, ce qui n'a fait qu'ajouter au réalisme. Quand vous voyez le juré 7 s'essuyer le front avec frustration ou le juré 3 taper sur la table avec la sueur coulant sur son visage, ce n'est pas du jeu, c'est la survie. La sueur est devenue un personnage à part entière dans le film, nous rappelant que la justice ne se fait pas dans des salles d'audience immaculées, mais dans des espaces humains désordonnés et inconfortables. Un acteur s'est effondré sur le plateau. Les conditions intenses du tournage n'étaient pas seulement des astuces cinématographiques, elles ont eu un impact sur le casting. Lee J. Cobb, qui jouait le juré explosif numéro 3, était tellement épuisé par les répétitions interminables, la chaleur suffocante et les scènes émotionnellement lourdes qu'il se serait effondré pendant la production. Le personnage de Cobb est le juré le plus bruyant, le plus obstiné et le plus agressif de la salle. Et porter cette intensité émotionnelle jour après jour était brutal. Cobb était un acteur de grande envergure, connu pour donner tout ce qu'il avait à un rôle. Mais la pression physique et mentale de 12 hommes en colère l'a poussé à sa limite. On dit qu'après s'être évanoui, il a été ranimé, dépoussiéré et est retourné directement au tournage. Ce genre de détermination fait partie de la raison pour laquelle sa performance est encore considérée comme l'une des plus puissantes du cinéma. Ironiquement, l'effondrement de Cobb ne fait qu'ajouter à la légende du film. Cela montre jusqu'où les acteurs étaient prêts à aller pour l'authenticité. La sueur, les cris, les points frappants. Ce n'était pas seulement un grand jeu d'acteurs, c'était une réalité vacue. En regardant le film maintenant, on peut presque sentir l'épuisement derrière ses yeux, et cela rend l'effondrement final du juré 3 d'autant plus réel. Le scénario est né dans une véritable salle de jury. C'est ici que tout a commencé. Reginald Rose, l'homme qui a écrit 12 hommes en colère, ne l'a pas simplement imaginé, il l'a vécu. En 1954, Rose a été appelé pour faire partie d'un jury dans une affaire d'homicide involontaire. Dans cette salle exiguë, il a vécu les débats animés, les personnalités conflictuelles et le poids moral de décider du sort d'une autre personne. L'intensité l'a marqué. Rose est rentré chez lui et a transformé son expérience en une pièce télévisée d'1 heure. Ce téléfilm a eu un tel succès qu'il a jeté les bases du long-métrage 3 ans plus tard. Rose a admis que bien qu'il ait fictionnalisé une grande partie, les émotions brutes et les tensions étaient très réelles. Il a dit que la salle du jury ressemblait à un champ de bataille, où la logique et les préjugés se heurtaient de plein fouet. Ce qui est étrange, c'est à quel point il était rare à l'époque de situer toute une histoire dans un espace aussi confiné. Mais le pari de Rose a payé. Au lieu de décors étendus et de mélodrames, il a livré un scénario qui réduisait tout au dialogue et au conflit de personnages. C'est pourquoi le film semble encore frais aujourd'hui, car il est ancré dans quelque chose de douloureusement réel.
Sans le passage de Rose au service de jury, l'un des plus grands scénarios du cinéma américain n'aurait peut-être jamais existé. C'était les débuts de Sidney Lumet au cinéma. Croyez-le ou non, 12 hommes en colère était le tout premier long-métrage de Sidney Lumet. Il avait seulement 33 ans, un talent montant de la télévision et du théâtre, et on lui a soudainement confié les rênes d'un film qui pourrait facilement couler sa carrière avant même qu'elle ne commence. C'est de la pression. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Lumet a transformé ce qui aurait pu être une pièce ennuyeuse en l'un des débuts les plus captivants de l'histoire du cinéma. L'arme secrète de Lumet était son expérience théâtrale. Au lieu de traiter le film comme un grand spectacle hollywoodien, il l'a mis en scène presque comme une pièce de théâtre. Il a exigé des semaines de répétition avec ses acteurs avant le début du tournage, ce qui était inhabituel à l'époque. Chaque pose, chaque regard, chaque changement de langage corporel était préparé à l'avance. Au moment où le tournage a commencé, les acteurs se déplaçaient comme une machine bien huilée, prêts à exploser d'émotions authentiques. Il est rare qu'un réalisateur débutant crée un film que les critiques et le public continuent d'analyser 60 ans plus tard, mais Lumet l'a fait. Il a ensuite réalisé des classiques comme Un après-midi de chien et Network, mais 12 hommes en colère reste le film qui a annoncé son arrivée. C'est un étrange retournement de l'histoire que son premier film éclipse encore l'ensemble de la carrière de nombreux réalisateurs. Il a été refait dans au moins 7 pays. Quelle est la puissance de 12 Angry Men? Suffisamment puissante pour être refaite à travers le monde dans des langues et cultures complètement différentes, tout en résonnant toujours avec le public. Le premier grand remake a eu lieu en Allemagne en 1963, suivi d'adaptations en Norvège, en Inde, au Japon, en Russie, en France et même en Chine. Chaque version a apporté sa propre touche culturelle à l'histoire, tout en gardant le cœur intact, 12 personnes luttant avec la justice dans une pièce. L'une des versions étrangères les plus célébrées est le film Hindi Ek Ruka Hua Faisla de 1996. Il est largement considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma indien, montrant à quel point l'histoire est vraiment universelle. Le réalisateur russe Nikita Mikhalkov l'a refait en 2007, ajoutant un commentaire culturel unique tout en rendant hommage à l'original. Ce qui est fascinant, c'est que le thème central, le préjugé, la justesse, le doute, se traduit parfaitement au-delà des frontières. Peu importe si l'accusé est américain, indien, russe ou français, le débat sur l'équité et la vérité touche tout le monde. C'est pourquoi 12 hommes en colère est devenu moins un film et plus un langage universel pour explorer les préjugés humains et la moralité. L'origine ethnique du garçon était délibérément ambiguë. Dans le film, l'adolescent accusé n'a jamais un passé clairement défini. Il y a des indices qu'il pourrait être portoricain, mais cela n'est jamais confirmé. Pourquoi les réalisateurs laisseraient-ils ce détail vague? Simple, cela force le public à se concentrer sur les préjugés des jurés plutôt que sur l'identité du garçon. Vous regardez 12 hommes projeter leurs préjugés sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment, ce qui rend l'histoire encore plus poignante. Ce choix rend également le film intemporel. En laissant l'origine ethnique du garçon ouverte, chaque génération de spectateurs apporte ses propres tensions sociales dans l'histoire. Dans les années 1950, le public pouvait penser aux immigrants portoricains. Les adaptations ultérieures ont déplacé l'accent en fonction du contexte local, que cela signifie mettre en avant le racisme, les préjugés de classe ou le nationalisme. C'est un tour de force brillant. En ne vous disant pas exactement qui est le garçon, l'histoire devient celle de tout le monde. Il pourrait représenter n'importe quel groupe marginalisé, n'importe quelle communauté jugée injustement. C'est pourquoi les débats dans la salle du jury restent pertinents des décennies plus tard. Les préjugés évoluent, mais le danger de juger les gens par des suppositions reste le même. Le montage est étonnamment sobre. Si vous êtes habitué aux films modernes, vous pourriez être surpris par la lenteur des changements de plan dans 12 hommes en colère. Ce n'est pas un montage bâclé, c'est un choix délibéré. Au début du film, les plans durent longtemps, parfois en se concentrant sur un seul acteur pendant des minutes. Cela crée un sentiment de réalisme, comme si vous étiez assis dans cette salle de jury sans échappatoire. Au fur et à mesure que le film progresse, le montage accélère lentement. Les coupes deviennent plus rapides et plus fréquentes, reflétant la tension croissante des arguments. Lorsque les jurés commencent à crier les uns sur les autres, le montage semble rapide, créant l'illusion du chaos.
Lumet a essentiellement utilisé le montage comme une arme pour manipuler les émotions du public. Voici l'étrange partie. Il y a très peu de montage dans la première moitié du film, ce qui était considéré comme inhabituel pour l'époque. La plupart des réalisateurs auraient coupé fréquemment pour maintenir l'intérêt, mais Lumet faisait confiance au matériel et à ses acteurs. Il laissait la caméra s'attarder, vous forçant à mijoter dans l'inconfort. C'était un pari risqué, mais cela a fonctionné. Cette montée lente fait partie de ce qui rend le film si captivant. C'était presque juste un drame télévisé oublié. Avant d'être un film, 12 hommes en colère a commencé comme une pièce télévisée d'1 heure en 1954. Et honnêtement, si les choses s'étaient passées différemment, c'est là que l'histoire aurait pu se terminer. Juste une autre diffusion télévisée en direct solide, mais oubliée. C'est la passion de Henry Fonda pour l'histoire qui l'a poussé dans les salles de cinéma. Sans lui, nous n'en parlerions peut-être même pas aujourd'hui. La version originale pour la télévision a été diffusée sur Studio One, une série anthologique populaire. Elle a été bien accueillie, mais considérée comme un divertissement hebdomadaire de plus à l'âge d'or de la télévision en direct. Mais quand Fonda a vu le potentiel, il s'est battu pour l'amener sur grand écran. Il savait que le scénario avait les bases de quelque chose de plus grand, et il n'avait pas tort. C'est étrange d'y penser. L'un des films les plus influents de l'histoire a failli rester une note de bas de page dans l'histoire de la télévision. Sans ce passage du petit écran au grand écran, les écoles de cinéma ne l'enseigneraient pas, les réalisateurs ne le citeraient pas, et des générations de spectateurs ne le citeraient pas. Parfois, la grandeur ne tient qu'à un fil, et dans ce cas, ce fil était la persévérance d'un acteur. Voilà donc, 12 hommes en colère, le film qui était trop ennuyeux pour être réalisé, trop bon marché pour compter, et trop insignifiant pour réussir jusqu'à ce qu'ils réécrivent l'histoire du cinéma. Des acteurs en sueur s'évanouissant sur le plateau aux remakes internationaux dans 7 pays différents, le film regorge de détails étranges et fascinants auxquels vous ne vous attendriez jamais. Lequel de ces faits insolites vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Après tout, si un film ennuyeux sur un jury peut devenir un chef-d'œuvre, imaginez quels autres outsiders nous découvrirons ensuite.